Terra Sylvia, redécouvrez votre lien au vivant. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Thomas Busigny, qui est un des membres de Terra Sylvia, qui est l'association que nous avons créée à plusieurs psychologues majoritairement, mais aussi non psychologues, et que nous accompagnons des formations en écothérapie. Et ce soir, nous lançons la première conférence d'un cycle de 6 conférences qui vont avoir lieu cette fin d'année et début de l'année prochaine. Et ce soir, Thomas va nous présenter le thème de la méditation et la nature, comment vivre la pleine conscience au sein du vivant. Et Merci Donc, je t'en beaucoup. prie. Merci beaucoup, Nolwenn. Alors, je lance le diaporama. Voilà. Voilà. Ben, écoutez, très heureux d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup à Terra Sylvia de me convier pour ce petit moment partagé. Et donc, effectivement, dans mon parcours de psychologue depuis ces dernières années, je suis sorti de plus en plus de mon cabinet jusqu'à fermer celui-ci en 2021. Et donc, je suis aujourd'hui un psychologue itinérant et j'essaie de proposer le plus possible des accompagnements directement au cœur de la nature dont nous venons. Et donc, j'avais à cœur aujourd'hui de vous parler de ce rapport que l'on a avec ce vivant, cette nature, peut-être dont on s'est un peu éloigné, et comment finalement la pratique de la méditation, loin d'être une bulle dans laquelle on s'enferme, peut être au contraire un vrai moyen de renouer avec le vivant et la nature. Et donc, ben voilà de quoi je vais vous parler ce soir. Mais avant de commencer mon propos, ben forcément, j'ai envie de vous proposer un petit moment de connexion donc pour vous permettre d'arriver pleinement ici avec nous. Et donc, je vous invite si vous souhaitez, à fermer les yeux ou simplement à regarder l'image qui est devant vous et à prendre un temps pour laisser derrière vous déjà tout ce qui s'est produit aujourd'hui, peut-être l'agitation de la journée. Et de vraiment prendre ce temps d'arriver dans ce moment. Vous pouvez vous aider du support de votre respiration, de sentir le va-et-vient du souffle, des sensations qui accompagnent l'inspiration, des sensations qui accompagnent l'expiration. Vous voyez si vous pouvez prendre ce moment pour rafraîchir votre attention, pour vraiment arriver pleinement ici avec nous. Et puisque vous avez choisi d'être là, eh bien de faire de ce moment un moment de qualité. Et que ce souffle puisse vous accompagner durant tout le temps de cette présentation. Et si jamais à un certain moment vous sentez que vous fatiguez, que votre esprit s'évade un peu trop, eh bien reprenez quelques instants pour vous connecter à ce souffle, à cette présence. C'est toujours là, accessible, disponible à vous. Bien, je vous remercie. Vous pouvez rouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Et là, je vous offre juste un petit coin de Bretagne. Donc, j'ai pas mal bourlingué, comme Nolwenn l'a dit dans ma présentation.
Donc, je suis belge d'origine, j'ai vécu à Vancouver et puis une dizaine d'années à Toulouse et j'habite dorénavant dans le Finistère, dans un petit village entre Brest et Quimper. Et voilà, c'est le genre de paysage aujourd'hui que je peux côtoyer ici et qui me fait beaucoup de bien. Donc voilà, ça s'était pris il y a quelques semaines, pas très loin de chez moi. Alors, on va parler de nature ce soir, et notamment de ce rapport que l'on a à ce qu'on appelle la nature. Alors, on verra ce qu'on entend par le mot nature, mais déjà, en guise d'introduction, quelques éléments sur comment on considère qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on relationne avec cette nature. Eh bien, notre relation au XXIe siècle elle est quand même un peu particulière. C'est la première fois de l'histoire de l'homme qu'on a vraiment ce rapport assez distancié, où finalement les occasions de contact avec la diversité animale et végétale se raréfient hein, par rapport à toutes les générations qui nous ont précédés. On vit de plus en plus en ville. Par exemple, en France, trois quarts des Français habitent en ville. Et donc, cette urbanisation croissante nous éloigne petit à petit du milieu naturel. Je ne vais pas vous cacher, vous le savez, hein, qu'on utilise beaucoup plus de technologie, ce qui réduit notre temps passé en extérieur. Et au final, on a calculé qu'on passe dorénavant plus ou moins 90% du temps en intérieur. Alors qu'il y a à peine 100 ans, c'était l'inverse. On passait 90% de notre temps en extérieur. Et donc, cela va avec une sédentarité croissante, avec le fait qu'on se déplace et qu'on bouge beaucoup moins. Et à ce titre, David Le Breton nous rappelle que dans les années 50, en France, on marchait en moyenne 7 km par jour. Aujourd'hui, à peine 300 mètres. Et il dit de façon un peu provocante, mais j'aime bien, l'humanité est désormais assise, elle sèche sur pied, littéralement, et j'avoue être assez d'accord avec ça. Et donc, on observe, et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des scientifiques, une extinction de l'expérience de la nature. Et en fait, les études récentes montrent que il y a, donc c'est montré hein, par des chiffres, qu'il y a une baisse de fréquentation des milieux sauvages, des milieux naturels et notamment des parcs nationaux. Il y a une diminution de la participation hein, aux activités récréatives comme de plein air, hein, comme la randonnée, le camping, qu'il y a un déclin des expériences d'observation de faune et de flore. Et ça m'a marqué aussi. Ces scientifiques ont même analysé la présence en fait des animaux et des décors naturels dans les livres et les films pour enfants. Et en fait, il y a une diminution de la présence de décors naturels dans ce qu'on montre aux enfants. Et alors, ça aussi, ça m'a beaucoup interloqué quand j'ai compris ce chiffre. Et il y a une étude qui a montré qu'en Angleterre, un enfant passe moins d'une heure par jour dehors, c'est-à-dire moins qu'un détenu d'une prison. Et alors, je pense que ces chiffres, ils sont valables en France, en Belgique et au Canada également. Et donc, on parle en fait aujourd'hui d'enfants d'intérieur. J'ai entendu ce terme il y a pas longtemps. Et donc, nos enfants, ils grandissent à l'intérieur des maisons, mais ils voient vraiment plus beaucoup la couleur du ciel. Et donc, on voit un petit peu ce mouvement hein, de retour à la nature qui est notamment encouragé par les pouvoirs publics. Donc là, je lisais en fait des recommandations gouvernementales qui encouragent à faire l'exercice en extérieur, et ce qu'ils appellent les outdoor activities et justifie en disant que voilà, il faut faire ça parce que c'est une source de plaisir et d'intégration, parce que ça permet d'augmenter l'activité physique et donc d'améliorer la santé globale, de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, etc. Ils considèrent hein, que ça permet de contribuer à l'épanouissement individuel. Et aussi, je trouve ça intéressant, hein, ils disent que c'est un moyen de faire connaître et préserver les patrimoines locaux et donc de contribuer à la durabilité des sociétés. Donc, je trouve ça quand même chouette que dans des préconisations des pouvoirs publics, on parle de durabilité de la société en se rapprochant de la nature. Et alors tout ça nous amène à se rapprocher d'un développement d'un courant de thérapie et de santé qu'on appelle aujourd'hui les soins verts ou le green care, c'est-à-dire les approches de soins et de traitement par la nature. Et en fait, ça ne date pas d'hier, en fait, hein, quand on regarde un peu.
On trouve la présence de jardins hospitaliers dans les hospices et les monastères au Moyen Âge, hein, les jardins des simples, etc., où on cultivait des plantes et on amenait les personnes dans ces jardins. Depuis longtemps, aux États-Unis notamment, on fonctionne avec des fermes pénitentiaires, hein, où les détenus peuvent aller dehors et cultiver la terre. On se rappelle les sanatoriums en montagne, hein, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, par exemple dans les Pyrénées, où on amenait les personnes tuberculeuses, les personnes asthmatiques, ou encore les centres psychiatriques qui proposent des activités horticoles à leurs patients. Et donc, on voit voilà, des petites tentatives depuis 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle, mais on voit vraiment qu'il y a un développement et une structuration de ces approches dans les années 80. Et en fait, il y a un ouvrage un peu fondateur d'un Français qui était complètement méconnu à l'époque, mais qui aujourd'hui revient vraiment sur le devant de la scène. C'est un certain Georges Plaisance qui était un ingénieur des eaux et forêts, hein. C'était pas un médecin ni un psychologue, mais qui a écrit ce bouquin qu'on ne trouve plus. Alors, j'ai eu la chance il y a quelques années d'en trouver un exemplaire en seconde main, mais aujourd'hui, c'est très difficile de l'avoir. Mais si vous êtes gentil, je pourrais vous le partager d'une autre manière. Et donc, il s'est intitulé Forêt et santé, guide pratique de sylphothérapie, découvrez les bienfaits, les effets pardon, bienfaisants de la forêt sur le corps et l'esprit. Et c'est assez avant-gardiste, hein, pour l'époque. Et donc, dans cet ouvrage, Georges Plaisance aborde déjà toutes les caractéristiques des forêts et des arbres. La première partie, c'est très scientifique, hein. Il parle des huiles essentielles qui sont produites par les arbres, les phytoncides, de comment la couverture d'une forêt amortit les bruits, c'est un filtre de la pollution, etc. Et puis, il développe, pardon, dans la deuxième partie du livre, les effets physiques et psychiques du fait d'être au contact avec la forêt, avec une influence sur le système nerveux sympathique, le fait que ça amène un calme par ce que l'on voit et que ça génère des émotions positives, etc. Et il décrit à la fin de son bouquin, c'est assez succulent, ce qu'il appelle des cures sylvatiques. Alors, il va définir des cures sylvatiques pour les personnes dépressives, pour les personnes anxieuses, pour ce qu'il va appeler les personnes d'humeur prime sautière. C'est vraiment très intéressant. C'est très riche. Il décrit même voilà, les arboretums qui correspondent plus à tel tempérament ou autre. Mais en tout cas, c'est une jolie inspiration, voilà, comme je vous disais, qui est passée un peu inaperçue à l'époque, mais dans laquelle on va vraiment aujourd'hui se réinspirer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait cette espèce de mouvement initial là, qui arrive en France dans les années 80, mais qui est aussi concomitant en fait à un mouvement qui se passe au Japon également à la même époque, avec l'apparition d'une pratique qu'on appelle le Shinrin-yoku. Vous en avez peut-être entendu parler, en tout cas les gens qui me connaissent forcément, je vous en ai déjà parlé. On le traduit souvent en français par bain de forêt. En fait, il s'agit de pratiques de marche ralentie, sensorielle, en forêt ou en nature, hein, pas forcément en forêt, mais qui a pour but de finalement réveiller le vivant intérieur par l'interaction sensorielle avec le vivant en extérieur. Et quand j'ai découvert le Shinrin-yoku, j'ai vraiment compris que c'était comme une pratique de pleine conscience et qu'on faisait en silence, en se déplaçant dans des milieux naturels et notamment des forêts. Et en fait, le Shinrin-yoku au Japon, aujourd'hui, c'est vraiment devenu une institution. Donc ça démarre dans les années 80 et le terme est proposé en 82. Et en fait, ça arrive à ce moment-là, dans un contexte au Japon où il y a une vraie préoccupation de santé publique, où il y a une grande augmentation du nombre de citadins et du taux de suicide. Et donc, les pouvoirs publics veulent finalement contribuer à une meilleure hygiène de vie et réduire le stress en ramenant les gens dans la nature. Et donc, cette pratique du Shinrin-yoku va être autant faite de façon préventive que curative. Et des scientifiques, vous avez ici en photo Ching Li et Miyazaki, ils vont vraiment étudier les effets physiologiques de ces séances de Shinrin-yoku sur la santé. Ils vont faire ça de façon assez systématique, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment une littérature assez abondante qui nous vient du Japon et qui montre que, ben oui, c'est pas juste une sensation. Être dans la nature, être en forêt, ça fait vraiment du bien sur notre système physiologique. Et tout ça amène jusqu'en 2009 où le Japon va jusqu'à créer une société internationale de médecine par la nature et la forêt qui s'appelle l'INFOM.
Et donc, tout ceci initie, en fait, quelque chose qui va vraiment s'installer dans les années 90, 2000, et puis là, ça s'installe vraiment beaucoup plus depuis ces 10 dernières années, ce qu'on va appeler les écothérapies. Et donc, les écothérapies, ben, c'est ce courant de traitement et de soins par et dans la nature. Et donc, on a toute une série de courants. Alors, je ne vais pas les décrire en précision parce que les autres conférences que vous pourrez écouter via TerraSylvia vont traiter de ces sujets. Mais l'ortithérapie, ben, je l'ai déjà un peu parlé, hein, donc c'est vraiment le travail par le jardin et la culture de plantes. L'agriculture de soins, ça se fait pas mal dans les pays du Nord, enfin en Hollande, pas mal, où en fait on va proposer aux patients ben, de s'occuper à l'intérieur de fermes et de participer aux tâches agricoles. Les thérapies assistées par l'animal, si on les connaît depuis un certain temps, c'est à travers le média de l'animal, donc on va pouvoir aider les personnes à se resocialiser, se remobiliser, etc. On peut travailler avec les chiens, les ânes, etc. Les chevaux, bien sûr. La thérapie en milieu sauvage, ça s'est beaucoup pratiqué au Canada. Donc là, c'est notamment à destination de jeunes qui sont un peu en décrochage avec des troubles comportementaux et qu'on va amener pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines en nature et par le fait de vivre assez simplement et se débrouiller avec ce qui est à notre disposition, ben, ça va avoir un effet thérapeutique. La walking therapy, elle est née dans les années 2000 aux États-Unis, à New York, où en fait des psychologues new-yorkais qui n'arrivaient plus à payer le loyer de leur cabinet consultaient dans Central Park et ont développé cette espèce de thérapie en marchant. La sylvothérapie, eh bien, c'est le Shinrin-yoku, mais vraiment adapté dans des circonstances où les patients viennent avec des problématiques particulières et on va les ramener en forêt pour leur traitement. L'orothérapie, c'est pratiqué par une des membres de Terra Sylvia, c'est la thérapie par le relief et la montagne. Et je pourrais en citer d'autres, comme les thérapies à médiation aquatique, etc. Et donc, ben, à travers Terra Sylvia, on s'inscrit hein, au travers de ces différentes approches. Et moi, personnellement, ce sont des approches qui me parlent beaucoup et que j'ai vraiment insérées dans mes pratiques thérapeutiques aujourd'hui. Mais finalement, quand on dit qu'on ramène tous nos patients dans la nature et qu'on leur fait faire de la walking therapy, de l'orothérapie, de l'ortithérapie, etc., mais c'est finalement avec quel rapport au vivant et à la nature on fait ça? Eh bien, ça vaut la peine de se poser la question. Et puis peut-être, je ne l'ai pas encore dit, mais ça vaut la peine de se poser la question, mais c'est quoi la nature? Et pour ça, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Philippe Descola, qui est un anthropologue français. Je vous conseille vraiment de le lire, il est très intéressant qui nous dit que ce que nous appelons la nature, ça comprend aussi bien ce qu'on appelle les éléments biotiques, c'est-à-dire les animaux, les plantes, les champignons, les bactéries, les protistes, etc. Donc ce qu'on appelle vraiment le vivant, hein, ce qui bouge, ce qui vit, ce qui a un système nerveux, etc. Mais aussi les composantes abiotiques font partie de ce qu'on appelle la nature, c'est-à-dire l'eau, le sol, l'air, la lumière du soleil, la température, les minéraux, etc. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que, en général, quand on utilise le mot nature, ça englobe tout sauf l'humain. Il y a l'humain et il y a la nature. C'est assez intéressant. Et Philippe Descola note effectivement cette distinction. Et ce qui fait que, aujourd'hui, il y a vraiment une posture qui est largement répandue, c'est qu'en fait, on va se considérer comme séparé de la nature. Et donc, on va dire, ben, quand on est en nature, je suis devant la nature. Voire même, dans le pire des cas, je suis au-dessus de la nature, comme dans le petit schéma à gauche. Et vous allez voir que ce n'est pas sans conséquence. Et en fait, dans cette posture, on considère donc qu'il y a une séparation entre l'humain et l'ensemble des autres qu'humains, les végétaux, les animaux, les bactéries, etc., comme je viens de vous dire. Et en fait, on peut remonter assez loin chez les philosophes qui considéraient déjà cette séparation, notamment Socrate nous dit dans son Phédon, j'aime m'instruire, or les champs et les arbres ne veulent rien m'apprendre, et je ne trouve à profiter que parmi les hommes à la ville. Déjà qu'il y a cette séparation qui s'opère chez Socrate et qui est reprise chez Aristote, qui lui va un petit peu plus loin et carrément fait une classification. Il va dire que les plantes ont seulement une âme animée d'une fonction végétative, les animaux vont avoir eux, à la fois une fonction végétative et sensitive, et les hommes, ils vont avoir une fonction végétative et sensitive, et en plus une fonction intellectuelle. Et donc, il va créer cette espèce de hiérarchie des espèces qui va participer de cette séparation de l'homme et de la nature.
Et en fait, depuis Aristote, les philosophes s'investissent pas mal pour démontrer que finalement, les êtres humains sont significativement différents de toutes les autres formes de vie. Et le maître en la matière, c'est forcément Descartes. Et donc, avec Descartes, cette dichotomie humain-reste du vivant va vraiment s'affirmer au XVIIe siècle, avec Descartes qui nous dit que les êtres humains sont significativement différents de toutes les autres formes de vie. Euh, il nous dit qu'il y a une dichotomie entre la matière mécanique, qui est dénuée de pensée, et là-dedans, il va mettre les minéraux, les plantes, les animaux, mais aussi le corps humain. C'est pour ça qu'il nous sépare, il sépare l'esprit et le corps. Il dit tout ça, c'est de la matière mécanique. Et puis, il y a le pur esprit pensant. Et en fait, ben, ça crée vraiment cette séparation entre la nature qui, elle, est simplement matérielle et mécanique, qui est une réalité extérieure, à l'esprit humain qui, lui, est autre chose, cette espèce d'entité immatérielle. Et en fait, ce rapport à la nature va pas du tout être anodin par rapport à aujourd'hui, comment on se comporte vis-à-vis d'elle, parce que petit à petit, ça va glisser vers cette espèce de positionnement anthropocentrique, où finalement, on va considérer qu'on est différent, voire au-dessus. Et donc, au mieux, l'homme considère la nature comme une galerie d'art dans laquelle il se promène. Et là, j'aime cette phrase de Thomas Huxley, un philosophe britannique, qui dit une promenade à la campagne, c'est une promenade à travers une galerie remplie d'œuvres d'art merveilleuses. Oui, certes. Et au pire, ce positionnement va glisser doucement vers ce rapport de domination vis-à-vis du reste du vivant. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus, ce n'est pas le sujet ce soir, mais vous avez bien compris, hein, la surexploitation agricole, la déforestation, la surpêche, la surexploitation des minerais, etc., montrent bien comment aujourd'hui, finalement, on utilise la nature pour nos besoins de façon très objectivée. Et donc, ben, tout ça ne plaît pas à tout le monde. Et dans une réflexion, certains d'entre nous se disent, mais je ne suis pas aligné avec cette histoire d'être si séparé de la nature. Et donc, on a un deuxième mouvement que j'appelle Into the Wild, j'appelle comme ça, où il y a ce besoin en fait de revenir dans la nature, dans un rapport plus immergé avec elle. Donc, c'est ce que j'appelle ce deuxième niveau de je suis dans la nature. Et donc, ça se produit pas mal en Occident. Et donc là, on est dans un rapport qui est déjà plus immersif et relié avec l'environnement. Et on va le découvrir notamment à travers un courant de littérature qu'on appelle le nature writing. Vous avez probablement déjà lu de ce genre de livres. Ce sont ces bouquins de gens qui ont revécu des expériences proches de la nature et qui vont redonner une place à la nature vraiment à part entière. C'est plus simplement un décor dans lequel on se promène, comme le dit Huxley, ou au pire qu'on exploite pour ses besoins. Et donc là, David Le Breton, dans ce super bouquin que je vous conseille, Un marché la vie, il nous dit, mais là, il ne s'agit plus d'être devant le monde, mais dedans. La puissance d'un lieu impose le désir de s'y immerger, de ne plus être un seul spectateur, mais d'être en lui et de le traverser de tous ses sens. Et donc, on n'est plus devant le paysage, mais confondu en lui. Et on va voir aussi une série de philosophes et d'écrivains qui vont faire état de ça. On peut relire Jean-Jacques Rousseau, qui déjà en 1776, dans Les rêveries du promeneur solitaire, nous fait part de cette expérience à sa fin de sa vie, où il s'est retiré au bord du lac de Bienne en Suisse, et où il se livrait à de longues marches quotidiennes. Il nous dit: La majesté des arbres qui me couvraient de leur ombre, la délicatesse des arbustes qui m'environnaient, l'étonnante variété des herbes et des fleurs que je foulais sous mes pieds, tenait mon esprit dans une alternative continuelle d'observation et d'admiration. Le concours de tant d'objets intéressants qui se disputaient mon attention, m'attirant sans cesse de l'un à l'autre, favorisait mon humeur rêveuse et paresseuse. C'est inspirant. Et puis le maître en la matière, vous l'avez probablement déjà lu ou en tout cas entendu parler de lui, Henri David Thoreau, qui est un philosophe et naturaliste américain, qui lui est parti vivre 2 ans, 2 mois et 2 jours au milieu de la forêt du Maine, au bord de l'étang de Walden, de là où il a écrit Walden ou la vie dans les bois en 1845. Et donc Thoreau, lui, nous dit: De quoi au juste désirons-nous vivre proches, certes pas près de beaucoup d'hommes, de la gare, de la poste, du cabaret, de la chapelle, de l'école, de l'épicerie, de Beacon Hill ou de Five Points, lieu ordinaire d'assemblée. Nous souhaitons vivre près de la source éternelle de notre vie, d'où en toute expérience nous nous sommes aperçus qu'elle jaillissait
tout comme le saule dressé au bord de l'eau projette ses racines dans cette direction. Cela variera d'une nature à l'autre, mais voici l'endroit où le sage creusera sa caverne. Et puis, vous avez certainement entendu parler de Sylvain Tesson. Là, on est plus contemporain, on revient en France. Sylvain Tesson, lui, est parti s'isoler 6 mois dans une cabane en Sibérie et dans les forêts de Sibérie, publié en 2011. Il nous dit: dans ce désert, je me suis inventé une vie sobre et belle. J'ai vécu une existence resserrée autour de gestes simples. J'ai regardé les jours passés face au lac et à la forêt. J'ai coupé du bois, pêché mon dîner, beaucoup lu, marché dans les montagnes et bu de la vodka à la fenêtre. J'ai connu l'hiver et le printemps, le bonheur, le désespoir et finalement la paix. Au fond de la taïga, je me suis métamorphosé. Je pourrais passer la soirée à vous citer des auteurs de cette veine. Je termine juste avec un petit dernier, Geoffroy Delorme, que j'ai lu l'année dernière, qui lui a passé 7 ans avec des chevreuils dans la forêt de Louviers en Normandie. Et il nous dit dans L'Homme chevreuil: il y a au fond de moi un instinct de liberté qui me pousse à m'échapper dès que j'en ai l'occasion. Et une seule règle me semble digne d'être respectée, celle de la nature. Je ne casse jamais une branche, même le bois mort, je n'y touche pas. Je m'invente des rituels toujours plus sophistiqués, à la limite de l'absurde. Ainsi, je construis mon imaginaire, ma spiritualité, mon rapport à la nature, à la fois documenté, raisonné et empreint d'un mysticisme enfantin. Donc ce mouvement, que j'appelle Into the Wild, replace donc, vous voyez, l'homme beaucoup plus au cœur de la nature, dans un rapport plus d'humilité et de considération face au reste du vivant sauvage. Toutefois, j'y apporte un petit bémol, une petite nuance en tout cas. On pourrait voir quand même que le rapport reste relativement distancié, avec des objectifs qui restent somme toute assez anthropocentrés. Hein, on voit à travers ses écrits la recherche du bien-être, de la sérénité, le dépassement de soi, une occasion de se retrouver. Et donc je suis assez d'accord avec Kenneth White qui dit que l'être humain qui s'en va dans la forêt veut redevenir une espèce d'être singulier. Et que là, dans la forêt, s'offre la possibilité d'une résidence, une vie pleine et robuste, et donc d'une transformation, certes. Mais donc, là aussi, je suis d'accord avec Michel Valune-Cuyenne qui dit que finalement, on est plus face à des tentatives de Robinsonade, des témoignages de personnes qui cherchent refuge dans la nature pour mieux se retrouver eux-mêmes, se transcender, etc. Mais est-ce qu'au final, on change vraiment de paradigme? Je ne suis pas sûr. En tout cas, je me permets de vous laisser avec cette réflexion. Et donc ceci, en fait, m'a amené à me dire, mais ok, on peut être devant la nature, voir au-dessus, on peut aller plus dans la nature, mais est-ce qu'il n'y a pas encore une étape après? Et là, on pourrait dire, mais finalement, où je suis la nature. Donc là, vous voyez, dans ce schéma, on n'est plus ni au-dessus, ni devant, ni au milieu. On est vraiment une partie du vivant au milieu du vivant. Et en fait, ben, si on remonte au peuple premier, eh bien c'était la conception qui était largement répandue. C'est notre époque qui a un peu perdu ça, mais finalement, à ce niveau où les humains sont des éléments d'un monde naturel, ne sont pas séparés, il n'y a plus de distinction entre humains et non-humains, eh bien cette conception, elle est largement partagée depuis très longtemps par de nombreuses cultures, et notamment chez la plupart des peuples premiers, qui vivent ce sentiment d'inséparabilité entre humains et reste du vivant. Et là aussi, je pourrais passer 4 heures à vous parler de tous ces peuples premiers. J'en ai juste fait quelques petits extraits comme ça. Je vous cite par exemple les Kogi, qui est un peuple américain de Colombie, qui ne s'estime absolument pas étranger à la nature. Pour eux, tout est vivant. Les pierres, les rivières, les sources, les végétaux, les hommes, tout ça joue un rôle dans l'écosystème par des interconnexions invisibles. Et donc l'air, l'eau, les montagnes, les arbres, les animaux, les humains sont tous connectés à des principes communs qui les relient. Ils ne font pas de distinction. C'est pareil chez les Indiens Sioux Lakota, eux, un peuple des États-Unis et du Canada, qui considèrent que tout est relié et tout ce qui est dans la nature est en nous-mêmes et est interdépendant. Et ils ont une prière qu'on appelle la prière de Mitakuye Oyasin. Et j'avais envie de vous la lire, et donc je vous invite à juste fermer les yeux quelques instants pour l'écouter. Au nom de toute ma parenté, nous sommes tous reliés.
Je vous honore dans ce cercle de vie avec moi aujourd'hui. Je suis reconnaissant pour cette opportunité de vous reconnaître dans cette prière. À la nation minérale qui a construit et maintenu mes os et tous les fondements de l'expérience de la vie, je vous remercie. À la nation végétale qui soutient mes organes et mon corps et qui me donne des herbes médicinales pour la maladie, je vous remercie. À la nation animale qui me nourrit de sa propre chair et qui offre sa fidèle compagnie dans ce chemin de vie, je vous remercie. À la nation humaine qui partage mon chemin en tant qu'âme sur la roue sacrée de la vie terrestre, je vous remercie. À la nation spirituelle qui me guide invisiblement à travers les hauts et les bas de la vie et qui porte le flambeau de la lumière à travers les âges, je vous remercie. Aux quatre vents du changement et de la croissance, je vous remercie. Vous êtes tous mes parents, mes proches, sans lesquels je ne vivrais pas. Nous sommes dans le cercle de la vie ensemble, coexistants, codépendants, co-créant notre destin. L'un pas plus important que l'autre. Une nation évoluant à partir de l'autre, et pourtant chacune dépendante de celle d'en haut et de celle d'en bas. Nous faisons tous partie du grand mystère. Merci pour cette vie. Voilà cette fameuse prière du Mitakuye Oyasin. Vous avez pu sentir hein, dans cette récitation comment les Indiens Sioux Lakota se sentent vraiment un élément de la nature. Ils sont la nature au milieu de la nature. Et puis, je pourrais encore en citer plein d'autres. J'aime bien les Shuar et les Garami, qui sont des peuples autochtones américains d'Équateur et de Bolivie, qui ont aussi un principe un peu similaire qu'ils appellent le Sumac Kause, ou le Buen Vivir, qui est un principe de nouveau d'une relation harmonieuse entre être humain et nature, basée sur la conviction que les deux sont un. Et il s'inscrit dans cette philosophie de vie qui est faite de réciprocité et de solidarité, avec cette idée que l'homme fait partie intégrante de la nature. Et chose incroyable, en 2008 pour l'Équateur et en 2009 pour la Bolivie, ça a même été inscrit dans la Constitution. Aujourd'hui, c'est écrit comme ça dans la Constitution. Et donc, ce concept d'inséparabilité entre l'humain et le reste du vivant, eh bien, va se retrouver en fait dans des penseurs contemporains au cœur de courants de pensée tels que la phénoménologie, les neurosciences contemplatives, l'écosophie, l'écopsychologie. Et par exemple, moi j'adore le phénoménologue Maurice Merleau-Ponty, et pour lui, c'est vraiment au cœur de sa philosophie, le fait d'être inséparable de la nature qui nous entoure. Il nous dit, dans Phénoménologie de la perception, que toute perception ne s'inscrit que dans une réciprocité, un échange permanent entre notre corps et les entités qui nous entourent. Nos propres rythmes s'accordent et se synchronisent avec les rythmes, les tonalités, les textures de tout le reste du vivant. Notre expérience des choses est nécessairement une expérience de rencontre réciproque. Et ça, c'est pas être nature, hein. Francisco Varela, que j'aime beaucoup, lui qui est un neurobiologiste chilien, qui écrit en 93 dans La couleur des idées, la pensée humaine s'étend bien au-delà du cerveau. Elle inclut le corps et son environnement, dépassant cela ses frontières physiologiques. Notre être se constitue à la suite d'échanges complexes qui relient le cerveau, le corps et l'environnement. Pas mal. Claire Petit-Mangin, c'est une phénoménologue, disciple de Merleau-Ponty, professeur à l'ENS à Paris, nous dit: l'enjeu n'est pas de reconnaître les interrelations, de rétablir des connexions, ou encore de réparer ou de tisser des liens entre l'humain et la nature conçus comme séparés, mais de réaliser leur unité au cœur de l'expérience. Je ne peux pas ne pas vous parler d'Arnenas, ce philosophe norvégien, euh, inventeur de ce courant de l'écosophie. Je vous recommande aussi beaucoup ses écrits. Lui nous dit que l'être humain fait partie d'un tout, d'un soi englobant, dont il ne peut être distingué et dont les intérêts sont essentiellement les mêmes que ceux de ce tout.
Et donc, Arnenas développe ce concept de soi élargi, de soi étendu, de soi agrandi, où finalement, je ne suis pas que moi et mon enveloppe, mais je suis aussi tout ce qui m'entoure. Et la pensée d'Arnenas a été reprise notamment par l'écologue Joanna Messi, qui a beaucoup participé au mouvement de l'écopsychologie et du rapprochement entre l'écologie et la psychologie. Et elle nous dit que le monde duquel nous sommes issus et dont nous faisons partie est vivant et que notre véritable nature est beaucoup plus ancienne et inclusive que la personne séparée définie par l'habitude et la société que l'on vit aujourd'hui. Voilà, j'aime bien citer tous ces gens, ça vous donnera voilà, des pistes, hein. Donc, je ne peux pas parler de longtemps, mais voilà, vous pouvez noter des noms, des titres de livres. Je pense que vous aurez au moins une trentaine de bouquins à la fin de cette conférence qui vont venir enrichir votre bibliothèque. Et alors, moi, j'adore celui-ci et je remercie Hélène qui est là ce soir, qui m'a fait découvrir David Abraham. Merci beaucoup, Hélène. Cette lecture m'a beaucoup nourri. Comment la Terre s'est tue, c'est un bouquin fabuleux. Et David Abraham s'inscrit vraiment dans la pensée phénoménologique de Merleau-Ponty. Et lui nous dit, si nous pouvons percevoir les choses, c'est uniquement parce que nous-mêmes faisons partie de ce monde sensible que nous percevons. Nous pourrions aussi bien dire que nous sommes des organes, j'aime bien cette idée, des organes de ce monde, chair de sa chair, et que le monde se perçoit lui-même à travers nous. Lisez David Abraham. C'est un petit pavé, faut être un peu courageux, mais c'est génial. Et donc, à ce niveau de conception, on voit vraiment comment, par rapport aux deux autres, ici, les dimensions du vivant font vraiment partie intégrante de notre humanité. On s'inscrit dans un rapport d'union indissoluble où nos corps sont en pleine continuité avec le vaste corps de la Terre. Et de nouveau, pour citer David Le Breton, il dit, on n'existe plus dans le monde, mais on existe le monde. Voilà. Il n'y a plus de frontières. Et la méditation dans tout ça. Eh bien, c'est ce que je vais vous proposer dans la deuxième partie de ma conférence, mais prenons un petit temps pour intégrer ce que je viens de vous dire. Reprenez un temps de pause. Vous pouvez refermer les yeux quelques instants et vous reconnecter à votre souffle. Observez ce que vous ressentez, s'il y a des émotions, des sensations qui sont apparues depuis tout à l'heure. Et profitez de ce petit moment de pause et de silence pour vous rafraîchir votre présence et votre attention. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous relier à votre respiration, que c'est comme un ancrage, une amarre, quelque chose qui vous ramène dans l'ici et le maintenant. Donc à tout instant de votre quotidien, vous pouvez repasser par le corps, ces ressentis, ce mouvement respiratoire pour vous ramener ici et maintenant. Bien, merci. Alors, ça m'a permis de me rafraîchir aussi en buvant un peu et de permettre ainsi de faire la transition sur la deuxième partie de mon exposé de ce soir, où je vous annonçais effectivement dans les titres qu'on va parler de méditation. Mais pourquoi finalement la méditation va être reliée à ce que je viens de vous dire? Ben, vous allez le voir. Tout d'abord, euh, qu'est-ce que c'est la méditation?
pense que si vous m'écoutez, si vous êtes là ce soir, vous en avez déjà certainement entendu parler, voire vous la pratiquez. Et donc, juste pour rappel, la méditation, c'est un état d'attention dans lequel on prend la peine de ralentir, de prendre conscience de ses sensations, de ce qu'on est en train de vivre, de ce qui se déroule dans l'instant présent. Comme vous l'avez vu dans ces petits moments de pause depuis le début, ça passe souvent par le corps, par la reconnexion au ressenti, par le développement d'une présence au sens et à la sensorialité. Et ça c'est très important, on considère souvent la méditation comme une démarche d'ouverture à soi, de connaissance de soi. Mais comme je le disais au début, c'est pas juste se connaître soi dans le sens où on se remettrait dans une bulle. Au contraire, c'est se connaître soi avec le monde. Et donc, c'est s'ouvrir à soi et au reste du monde. Et donc, moi, dans mes pratiques de la méditation, j'ai commencé par pratiquer au tout début. D'ailleurs, je pense que ce soir, il y a des personnes que j'ai connues dans ce contexte. Je pratiquais en 2014 au CHU de Toulouse dans une salle aveugle de l'hôpital. On était dans une salle, pas de fenêtre, des néons au plafond. Euh, je devais entourer mes coussins de méditation de thé d'oreiller pour des raisons d'hygiène. Donc, on méditait sur des thés d'oreiller jaunes pâles délavés dans cette salle blafarde. Eh bien, c'était déjà super. Euh, j'ai vraiment appris plein de choses. Je me suis beaucoup enrichi de cette expérience. Mais au fur et à mesure, j'ai eu besoin d'ouvrir les fenêtres, de pousser les fenêtres qu'il n'y avait même pas. Et puis voilà, de commencer à pratiquer dans d'autres espaces plus ouverts. J'ai eu longtemps une pratique en cabinet, comme je vous l'ai dit, à Toulouse jusqu'en 2021. Et puis maintenant, voilà, j'ai carrément fait tomber les murs du cabinet et dès que je peux, moi-même, je médite dehors et j'amène le mieux que je peux les personnes que j'accompagne à le faire également en extérieur. Alors pourquoi le faire dehors? Eh bien, parce que la nature, c'est une ode à l'instant présent. Tout ce qui se passe, c'est là maintenant. C'est pas ce qui s'est passé hier, c'est pas ce qui s'est passé demain. C'est voilà le vol de l'hirondelle qui passe devant vous, c'est maintenant. La fraîcheur de vos fesses dans la rosée, c'est maintenant. Dans la nature, tout est vraiment l'instant présent continuellement. Et alors, ça offre une diversité de choses à observer. On a des formes infinies, des profondeurs, des lignes, des verticalités, des horizontalités, des couleurs, du mouvement. On a vraiment une myriade de choses à observer. Et puis, pas que observer, c'est ça qui est formidable. On peut écouter, on peut inhaler des odeurs, on peut toucher des choses, on peut même goûter. Donc, ça offre une multiplicité de l'expérience qui est extrêmement riche. Et puis, cette ouverture à la surprise et à l'inattendu. Tout est tout le temps inattendu. Un insecte qui vient se poser sur le bout de notre nez, une branche qui craque, un cerf qui brame, tout est tout le temps voilà, très riche d'inattendus, de surprises. Et ça peut vraiment participer de cette attention qu'on essaye de rechercher. Et puis alors, quand on a la chance comme ça d'être devant des paysages ouverts, un peu en altitude, là, il y a pas mal de photos qui sont prises dans les Pyrénées, là où je passe beaucoup de temps avec mon amie et collègue Charlotte, où en fait, on va vraiment avoir cette possibilité de la contemplation, où on peut vraiment se perdre dans un paysage. Et puis, dehors, la fascination va être favorisée. On peut suivre un insecte pendant plusieurs minutes, on peut regarder une fractale, une forme qui se reproduit à l'infini, quelque chose qui bouge. Enfin, cette fascination va vraiment être favorisée à l'extérieur. Et puis, cette ouverture de perspective, cet élargissement du champ visuel amène quelque chose vraiment de supplémentaire de quand on voilà, pratique à l'intérieur d'un bâtiment. Et puis, bien sûr, quand on est dehors, on bénéficie de tous les bienfaits physiologiques de la nature. Alors ça, c'est Nolwenn qui vous présentera tout ça dans une conférence un peu plus tard, en 2025. Mais c'est vrai, d'être dehors, le fait de respirer les phytoncides produits par les arbres, d'être au contact des ions négatifs, du magnétisme terrestre, et ça va vraiment avoir en plus un bienfait sur notre santé physiologique. Et puis, le fait d'être dehors nous permet d'avoir plus facilement accès à de l'émotion, à des choses qui nous touchent. Et donc, ça potentialise notamment l'acceptation, la tolérance de ce qui se passe, etc. Et
Et ça aussi, c'est hyper important. Ça, c'est Égide qui nous rappelle souvent ça, qui fait aussi partie de Terra Sylvia. Euh, on est dans ce qu'on appelle la cognition incarnée, c'est-à-dire que on est vraiment une présence attentive dans un corps qui se trouve dans un espace. Et en fait, plus on est ainsi incarné dans un moment, dans un endroit, dans quelque chose qui est très épisodique, mieux ça va renforcer la mémorisation. Et donc, en fait, on se souviendra beaucoup plus des expériences méditatives qu'on a fait dehors que des expériences méditatives qu'on a fait à l'intérieur d'un cabinet. Et donc, ben, ça permet aussi de renforcer, du coup, l'apprentissage. Et puis, et ça, ça a été montré aussi dans des études, que ça permet l'éloignement, en fait. Voilà, ça nous éloigne de notre quotidien, de ce qui ressemble à ce que l'on vit. Et cet éloignement va favoriser un sentiment d'immersion et de changement de perspective qui va être utile notamment pour voilà, renouer avec ce rapport différent de la nature, avec la nature dont je vous parlais juste avant. Ça va? Donc là, voilà, c'était vraiment des grandes généralités voilà, pourquoi aller méditer dehors? Ben, on voit déjà que ça a pas mal d'intérêt. Et là, je me suis beaucoup intéressé ces derniers temps à un vieux texte. Bon, oui, il est très très vieux, hein, c'est c'est pas Sylvain Tesson, hein, c'est le Canon Pali. Ça date des premiers siècles de notre ère, qui est un ensemble en fait d'enseignements bouddhistes qui se trouve dans un écrit qu'on appelle Satipatthana Sutta. Et ça m'a beaucoup intéressé de relire ce canon il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, j'y ai retrouvé, mais vraiment exactement ce que je recherche et la façon dont je pratique dehors. Donc ça m'inspire beaucoup et j'avais envie de vous en parler parce que ça va peut-être aussi inspirer vos pratiques. Et en fait, dans ce canon pali du je vais y arriver, Satipatthana Sutta, on va évoquer 4 contemplations qui vont porter sur 4 aspects différents de l'expérience. Et je vais les développer juste derrière. On va avoir tout d'abord l'attention au corps. C'est pas très compliqué, hein, c'est attention à son propre corps, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est attention à sa respiration, sa posture, ses points de contact, mais aussi, et ça c'est déjà intéressant, attention au corps des autres êtres. Ils en parlent dedans. Les autres êtres, donc le corps des autres êtres, le corps des montagnes, le corps des objets, le corps des éléments, déjà je trouve que ça amène quelque chose d'intéressant. La deuxième contemplation, c'est l'attention aux sensations. C'est vraiment tout ce qui est éprouvé à l'intérieur. Ce que je ressens d'agréable, de désagréable, et tout ce qui découle du coup de mes activités sensorielles. La troisième contemplation, ça va être l'attention à l'esprit. Là, on va investiguer plutôt l'aspect cognitif de l'expérience. Tout ce que cette expérience va générer en termes de pensée, d'images, de souvenirs, d'associations mentales qui vont vraiment découler de mon expérience. Et enfin, quatrième aspect, l'attention à la nature vraiment ultime des choses. Là, c'est vraiment ces pratiques de pleine conscience de la nature profonde des phénomènes et de tout ce qui relie ces phénomènes, de tout ce qui est sous-jacent à la vie, au fonctionnement de nous en tant qu'humains au sein de ce grand tout. Et donc, vous voyez un petit peu déjà où je veux venir. Et donc, on peut pratiquer des méditations au niveau de ces 4 niveaux. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous montrer dans cette deuxième partie de mon exposé en prenant d'abord le premier niveau. Et donc, ça va vous donner plein de pistes de méditation que vous allez pouvoir faire à l'extérieur. Vous aurez au moins entre 55 et 65 possibilités de pratique à la fin de cet exposé. Donc, vous n'aurez plus d'excuses de ne pas le faire, de ne pas avoir d'idées. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Alors, en règle générale, cette attention au corps, ben, c'est développer, comme je vous le disais, cet état d'attention et de disponibilité dans le moment présent. Et donc, ça va passer par un peu du ralentissement et se reconnecter à la présence du moment, hein, comme on fait dans le Shinrin-yoku. Et on va opérer des observations silencieuses, des contemplations, et repositionner de l'intention dans son attention. C'est vraiment ça. Donc, je vais rester focalisé sur quelque chose que je choisis. Alors, habituellement, hein, les supports, c'est le souffle et la posture. Tous ceux qui ont médité avec moi, ici, n'ont pas échappé. On médite sur le va-et-vient du souffle. C'est d'ailleurs ce que je vous ai proposé en début de cet exposé. Et sur notre posture, c'est vraiment une manière de focaliser son attention sur quelque chose d'assez précis qui a trait à notre corps. Et alors, quand on est en nature, ben, on a plein de possibilités en plus. On peut déjà faire celle-là. On peut tout à fait méditer sur le souffle et la posture dehors. Donc, on peut faire tout ce qu'on fait à l'intérieur, on peut le faire dehors. Mais en plus, vous pouvez travailler assis, allongé, mais aussi debout, en marchant, comme je vous le disais, dans le Shinrin-yoku. Et puis, vous pouvez faire attention à ce fameux corps des autres, le corps des plantes, le corps des arbres, le corps des cours d'eau, le corps des montagnes, le corps des animaux, de toute autre forme de vivant. Et ça vous donne donc une pléthore de possibilités
de positionnement de cette attention. On peut aussi prendre conscience des éléments qui composent les formes, l'eau, la terre, le feu, qui composent ce qui est autour de nous, mais aussi ce qui nous compose nous. Et je vous montre plein de petites possibilités, moi, que j'adore faire en séance avec les personnes que j'accompagne. On peut se poser, par exemple, et s'amuser à balayer l'espace autour de soi et repérer les lignes. Et dire, ben là, je vais m'intéresser aux lignes verticales. Ah là, je vais aller chercher les lignes horizontales. Là, je vais aller chercher les lignes obliques, les lignes courbes, etc. Alors, juste une petite parenthèse, toutes les photos de cet exposé sont des photos que j'ai prises sur des endroits où je suis allé, en séance, etc. Donc, vous voyez un petit peu ce que vous pouvez vivre si vous venez méditer avec moi, ça vous donnera peut-être envie. On peut méditer, ça j'aime beaucoup le faire, sur le proche et le lointain. On peut par exemple regarder ce qui est tout près de nous, une petite graminée, un petit épi de blé, ce qui est vraiment à quelques centimètres, et puis petit à petit s'éloigner peu à peu pour arriver jusqu'à l'horizon. J'aime beaucoup travailler avec le mouvement. On est statique à un endroit et on observe tout ce qui bouge autour. Les nuages, les insectes qui se déplacent, la frondaison des arbres qui ondoient sous l'effet du vent. Les couleurs. Oh, et là, en ce moment, l'automne, c'est magnifique. Allez dehors, regardez les couleurs, c'est magnifique. Notez les différentes nuances de vert dans un feuillage, repérez des taches rouges ou jaunes dans un massif, regardez ce qui est sombre, ce qui est foncé, et ne serait-ce que ici, dans ce massif, si vous vous amusez à regarder tous les verts différents, il y en a des dizaines de différents. Et donc, voilà, et alors l'automne, travailler avec les couleurs, c'est incroyable. Alors, les formes, les contours. La nature, c'est incroyable. Ce sont des peintures abstraites, concrètes, mais qui représentent toutes les formes possibles. On peut s'amuser à repérer les formes rondes, les ovales, les triangles, les carrés, les formes anguleuses. Voilà, on peut imaginer voilà, des formes d'yeux dans une écorce de mélèze, regarder les fractales que font les petites feuilles de fougère, qui sont toujours le même mouvement qui se répète à l'infini. Euh, ça, c'est ma copine, c'est ma tortue que je recroise chaque fois que je fais mes formations en écothérapie à Jambry, à côté de Saint-Bertrand-de-Comminges. Voilà, moi j'y vois une tête de tortue avec son œil. Et c'est amusant d'aller chercher ça, comme on fait, hein, comme les enfants ils font quand ils regardent les formes dans les nuages. Mais voilà, ça capture l'attention. On est en méditation. Un gamin qui est couché dans l'herbe et qui regarde les nuages et qui regarde leurs formes, il est dans un état de pleine conscience. Ah, ça c'est génial aussi, le minuscule. Moi, j'ai fait beaucoup rire des potes quand je suis allé au voyage au Népal où tout le monde regardait les grandes montagnes, etc. Moi, je passais mon temps le nez par terre à regarder toutes les petites plantes qui poussent, les petits lichens dans des endroits désertiques. Ça me fascinait de regarder le tout petit alors que tout le monde regardait le tout grand. Mais c'est fascinant, pas besoin de voyager au bout du monde. Mettez-vous 1 heure dans 1 mètre carré de votre jardin, vous aurez autant de merveilles que dans l'Himalaya. Vous aurez des minuscules choses, des insectes, des petites brindilles, des petites choses qui poussent, du lichen, des mini-champignons, des gouttes de rosée. Il y a absolument tout le merveilleux possible, imaginable sur 1 mètre carré de pelouse. Voilà. Donc là, si je ne vous ai pas donné déjà des inspirations, c'est pas ma faute, hein. Vous avez déjà là, donc dans cette première catégorie, rien que je pose mon attention. Donc simplement, je suis statique quelque part et je regarde des choses et vous voyez qu'il y a déjà des millions de choses à faire dans ce premier niveau. Deuxième niveau, on va être un petit peu plus en action, un petit peu plus en mouvement. Et là, on va vraiment aller voir, mais comment ça me touche? Vous avez vu, dans le premier niveau, c'est juste un placement de l'attention. C'est très neuropsychologique, hein. C'est je regarde quelque chose et voilà, j'observe et je m'intéresse. Ici, on va regarder, mais comment ça me touche à l'intérieur, dans mon corps? Comment je suis touché de ça? Voilà, est-ce que ça génère des sensations agréables? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est désagréable? Ça peut être le cas, hein. Et on va essayer vraiment d'accentuer les contacts physiques et sensoriels avec l'environnement pour ressentir ces choses. Alors, on peut le faire à l'intérieur d'un cabinet, hein, certes, euh, mais alors, comment est-ce que ça va pouvoir être décuplé à l'extérieur en explorant toutes les dimensions émotionnelles de l'expérience qu'on va vivre? Et donc, dehors, on va ainsi pratiquer des exercices en mouvement très exploratoires. On va jouer. On va jouer comme un enfant, s'inviter à la surprise, à la curiosité, à l'ouverture. On va pouvoir jouer, créer des trucs, explorer, vraiment comme un gamin.
Et puis, du coup, ben, voir comment ça me touche, comment je suis touché par la beauté, par le subtil, par l'inattendu, qui peut-être parfois peut me faire peur. On va chercher à s'émerveiller, à ressentir du plaisir, retrouver de la joie, la légèreté, ouvrir son cœur. Donc, vous voyez, donc ici, on est vraiment sur la sphère de l'émotionnel, du ressenti. Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur du cœur? Et alors là, ben, je vous donne aussi des millions de possibilités que je pratique, je trouve génial. Bon, la vue, tout à l'heure, on avait vu que c'était une vue assez statique, finalement assez sage. Mais là, on peut vraiment jouer avec ça. Par exemple, s'amuser à contempler les taches de lumière créées par les rayons du soleil à travers le feuillage, voir ce que ça fait, voir les formes que ça génère. On peut vraiment laisser l'œil vagabonder et choisir lui-même où il va, sans lui donner d'intention. Moi, j'aime beaucoup dans mes séances proposer de partir à la recherche de la plus curieuse des curiosités. C'est vraiment sympa. Aller dire, oh, ça c'est curieux, oh, ça c'est encore plus curieux que ce qui était curieux. Rechercher ce qui est caché, aller voir sous les souches, aller voir sous les feuillages, etc. Ça, c'est du lichen parméli. Moi, j'aime bien regarder ça comme si c'était une toile abstraite de grands peintres, voir aussi des formes. Puis des trucs très curieux, voilà, ça c'est une orange, c'est un champignon, ça c'est des petites vésicules d'algues qui se dévoilent lorsque la mer se, se retire. Tout ça est fascinant. Et puis c'est drôle, c'est curieux, voilà, ça amène des sensations. Alors Georges Plaisance, il avait carrément listé tout ce que l'œil aime. Il dit l'œil, il aime les lignes horizontales, s'éloigner peu du centre de vision, il aime les mouvements lents et continus, les taches de lumière, les éléments lointains, la variété, les courbes. Et alors aussi, j'aime beaucoup ça, il dit l'œil aime particulièrement la couleur verte parce que c'est le milieu du spectre. Et il compare ça à la note Fa, qui serait le milieu de la gamme en musique. C'est assez rigolo. Et donc il nous dit, suivre les caprices de l'œil dans son exploration, c'est faire un voyage interne inconscient, c'est faire circuler l'énergie vitale. Dehors, bien sûr, on peut stimuler l'ouïe, percevoir les sons, les localiser, différencier leur intensité, leur fréquence, leur rythme. Voilà, je vous ai donné des exemples, hein. Écoutez le frisoli du vent dans les feuilles, le chant des ruisselets, tout ça, c'est des évocations de Georges Plaisance. Le bourdonnement des insectes, l'éclatement d'une cône de pin, la chute d'une brindille, le crépitement de la pluie, les pépiments, les roucouillements, les gazouillements des oiseaux, le froissement des buissons, le ressac des vagues, le bruit de nos pas. Georges Plaisance nous dit encore, le silence de la forêt est en réalité une épuration des bruits nocifs de la vie moderne, laissant place aux 1000 petits bruits naturels. Et alors il va jusqu'à dire dans son livre, j'adore, il va donner des expressions aux arbres, il dit que le sapin sanglote et mugit, le hou siffle, le frêne chointe, le hêtre susurre, c'est formidable. L'odorat. Alors l'odorat, c'est formidable quand on est à l'extérieur. Il y a ces fameuses substances odorantes qu'on appelle les phytoncides, je vous en parlais tout à l'heure, c'est ces fameux huiles essentielles qui sont sécrétées par les arbres, et notamment les conifères, qui peuvent avoir des odeurs de pin, de citron, de térébenthine, c'est génial. L'odeur de la terre mouillée après la pluie. En Bretagne, je suis servi, hein, et en Belgique, je l'étais aussi. Et donc, on appelle, c'est ce phénomène de géosmine, de pétrichor, c'est cette fameuse molécule odorante qui donne cette fameuse odeur de la pluie. C'est très intéressant. Le parfum des fleurs, etc. Enfin, vous pouvez tout humer dans la nature. Et le toucher, intéressant. D'aller chercher avec sa peau des sensations, toucher la surface d'un feuillage. Ça, j'adore, c'est la rhubarbe géante. Aller caresser l'intérieur d'une feuille de rhubarbe géante, c'est tout rugueux, on dirait la peau d'un vieux crocodile, c'est extraordinaire. On peut parcourir une écorce, aller glisser sa main à l'intérieur, sentir ce qui est lisse, écailleux, rainuré, moussu. Mettre sa main, la laisser vagabonder dans de l'herbe humide, sentir les gouttes de rosée, ou simplement, ça j'adore aussi, poser sa main sur la terre à proximité d'un torrent et sentir comment la terre vibre. Baptiste Morizot nous fait cette très belle évocation de fait de saisir une branche avec sa main. Il nous dit, sentez comment elle épouse votre main, comment elle simule. Sentez la rugosité de l'écorce, la correspondance parfaite et joyeuse entre la rotondité de la branche qui était un chemin et l'ornière de la paume. Et sentez la sécurité et l'apaisement de ce contact qui est pour notre main ancienne comme le sol stable sous nos pieds d'aujourd'hui. Il nous dit que
Ça nous rappelle quand on était des primates, là, et qu'on saisissait les branches avec nos mains. Et puis le goût. Alors là, faites attention, hein, ne mangez pas n'importe quoi, mais vous pouvez déjà simplement enfin, happer l'air, goûter l'ambiance du lieu, lécher une goutte de rosée, croquer une noisette. Alors oui, se laisser surprendre par la saveur acidulée d'une feuille d'oxalis. Ça, c'est Charlotte qui m'a fait découvrir ces magnifiques petites feuilles là, en forme de cœur. Vous les mangez, c'est un petit goût acidulé, c'est incroyable. On aime beaucoup aussi préparer des infusions lors de nos séances, voilà, pour stimuler le goût. Et puis, si vous avez des connaissances en botanique, etc., ben, vous pouvez vous amuser à faire manger plein de choses qui se trouvent dans la forêt. Voilà donc la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Mais les sens, c'est pas que ça. On en a plein d'autres. La proprioception, la perception qu'on a de nos positions, de nos membres dans l'espace. Et donc, on peut jouer avec ça, cueillir une fleur de pissenlit et souffler sur ses akènes, faire des mouvements de Qigong ou de Tai Chi, construire des petits trucs avec des machins qu'on a récupérés autour, faire une petite embarcation, la poser sur un cours d'eau, construire des petits cairns. Alors, ça, faites attention, hein. Petit, discret et surtout très fragile pour qu'il puisse être remis en place par les animaux qui passent sans laisser trop de traces humaines. On peut imiter la forme et le mouvement d'un arbre avec son corps. Donc voilà, tout ce qui va amener voilà, c'est ce jeu avec les mains, les bras, les gestes. On peut s'amuser encore avec un autre sens qui est l'équilibrioception, qui est ce sens qui nous permet de maintenir notre équilibre. Ça, moi, j'adore faire expérimenter en marchant très, très, très lentement jusqu'à perdre l'équilibre. Marcher les yeux fermés, marcher à l'envers, marcher sur les talons ou au contraire sur la pointe des pieds, marcher sur un fil imaginaire. Ça peut être vraiment un espace de jeu et d'exploration. Vous voyez, on cherche toujours la sensorialité, le jeu. Vous voyez, ce deuxième niveau est très différent du premier dans le sens où on joue vraiment à être du vivant au milieu du vivant. On peut danser. Moi, j'adore faire de la gaga dance. Certains l'ont expérimenté avec moi. Là, c'est Charlotte qui propose quelques mouvements de yoga, un groupe qu'on accompagne en montagne. Moi, j'aime beaucoup faire l'exercice de l'algue. On s'amuse à vaciller comme si on était une algue au fond de l'océan, etc. On peut aussi explorer la thermoception. Ça, c'est la sensation non douloureuse de la température. On peut mettre ses mains, ses pieds dans de l'eau, dans de la neige, sentir la chaleur ou la fraîcheur de la terre, tester des différences de température en touchant un caillou, une feuille, un tronc, un champignon, comment ils emmagasinent la chaleur différemment. Noter des contrastes entre une zone qui était ensoleillée, une zone ombragée, par exemple quand on marche. Et puis, on peut aller jusqu'à la nociception, mais bon, forcément avec délicatesse. C'est le sens de la douleur. On peut sentir les petites douleurs musculaires dans l'effort, par exemple quand on monte une pente raide ou lorsqu'on fait des mouvements de yoga. On peut marcher pieds nus, faire ce qu'on appelle du earthing ou du grounding, très intéressant. Mettre ses mains dans l'eau jusqu'à sentir que ça pique. Vous voyez, c'est infini. Tous ces sens peuvent être stimulés à l'infini. Et l'idée, c'est toujours là, à ce moment-là, mais de se connecter à qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me fait, comment ça me réjouit, ou ça me fait peur, ou ça m'intéresse, ou ça génère de la curiosité, de l'émerveillement, etc., etc. Il est 20h10, je voulais juste le signaler, Merci. Thomas. Je vais dépasser. Je suis désolé. Je suis prolixe ce soir, mais pas de trop. Euh, il me reste deux niveaux à voir. Ce troisième niveau, je vous l'annonçais tout à l'heure, c'est OK. Donc, je pose mon attention dans le niveau 1. Niveau 2, je ressens vraiment ce que ça fait dans mon corps. Et là, c'est vraiment, mais qu'est-ce que ça va m'évoquer dans mon esprit? Quelles sont les images, les pensées, les souvenirs qui vont être évoqués par cette expérience? Et donc là, c'est vraiment un temps où on permet un espèce de temps de réflexion, de retour sur soi, pour avoir accès à son monde intrapsychique. Et donc l'idée, c'est de faire émerger un discours un petit peu sur soi par rapport à l'expérience que l'on voit, des choses qui n'étaient pas forcément conscientisées. Et donc là, habituellement, on utilise des méditations métaphoriques. On va par exemple faire la méditation de la montagne, la méditation du lac, etc. Et on va voir comment ça résonne, cette métaphore de la montagne vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ma stabilité, de mes ébranlements éventuels, etc. Et on va évoquer ainsi en méditation des images intérieures et voir ce que ça évoque chez le patient.
Eh bien, ce qui est formidable en nature, c'est que ben, on a tout ça devant nous. On a des lacs, on a des montagnes, on a des rivières. Et donc, on peut travailler avec tout ça comme un espace de projection et de symbolisation. Qu'est-ce que cette rivière me renvoie? Qu'est-ce que ce lac me renvoie? Qu'est-ce que cet arbre me renvoie? De moi, de mon histoire, de mon passé, etc. Et là, vraiment, on rentre en résonance avec ce qui est dehors et ce qui est dedans, avec son propre vécu personnel. Et donc la nature va être comme un miroir qui révèle des choses de nous-mêmes. Et vous voyez que petit à petit, ben, on s'intègre à elle là. Donc là, elle nous renvoie des trucs de nous. Et finalement, ce qu'on va voir dehors parle de ce qu'on vit à l'intérieur. Et donc, ben, travailler comme ça avec ça va nous enrichir de cette connaissance de soi qui s'est enrichie de ce qu'on a vu dehors. Et donc là, je ne vais pas m'appesantir, mais on peut travailler sur plein d'évocations. Un arbre déraciné, ça m'évoque quoi dans ma vie, mes propres déracinements. Un arbre mort, ça Nolwenn, on l'a vu ensemble, je ne sais pas si tu t'en souviens. Qu'est-il arrivé à cet arbre? Il a été mangé par un castor. Intéressant. Qu'est-ce qui me ronge dans ma vie et qui me coupe de mon énergie vitale? Quel est le castor de ma vie? Très intéressant. Une branche qui a poussé de travers, ça c'est un arbre qui est dans le labyrinthe de Nébias. On aime beaucoup faire une méditation avec Égide devant cet arbre en disant peut-être que moi à un moment j'ai poussé de travers comme cette branche. Comment cet arbre se débrouille? Comment je résonne avec ça? Formidable. Ça c'est avec Yann qui est là ce soir aussi. On a vu ça à Cergy-Pontoise, travailler sur ses racines. Qu'est-ce qui m'enracine dans la vie? Comme cet arbre qui s'enracine. Parfois mes racines sont mises à nu, mais elles continuent quand même à d'autres endroits à être bien ancrées dans le sol, ce qui continue d'ancrer une stabilité. Voilà Égide qui observe une fourmilière géante. Qu'est-ce que ça m'évoque, ce grouillement de vie et d'organisation devant moi? Une souche, là vous voyez Charlotte, voilà, c'est cette souche qui a l'air d'être un arbre mort finalement et plein de vie. Et quand on la contourne, on se rend compte de tellement de choses qui ont repris vie à l'intérieur. Un arbre n'est jamais mort. Ça, qu'est-ce que ça nous renvoie aussi de nous? Ça, on l'a vu en retraite avec Charlotte l'été dernier. Un énorme squelette de cheval mort en pleine montagne. Oh, qu'est-ce que ça m'évoque de mes propres squelettes, des propres pertes que j'ai eues dans ma vie, etc. Moi, j'aime beaucoup observer aussi tous ces végétaux qui poussent dans des endroits improbables. Ça, c'est des petites fougères qu'on appelle les capillaires qui poussent dans des infructuosités de roches où il n'y a rien. Bah ça, qu'est-ce que ça dit là, de pousser là où il n'y a rien? C'est en termes de persévérance, de témérité, etc. Travailler avec les grottes, là c'est aussi en formation, on était avec un groupe de psychologues. La caverne, qu'est-ce que ça renvoie de moi, le sombre, l'humide. Forcément, en nature, on va croiser des animaux mal aimés, des chenilles qui mangent les buis, des grosses limaces, des petites vipères. euh, mais on va aussi parfois croiser des animaux fascinants. Là, c'est dans la Gourgue d'Ascq. Chaque fois qu'on y va, on croise une famille nombreuse de salamandres. Qu'est-ce que ça m'évoque? Et puis un labyrinthe, un embranchement, un sentier battu, des ruines, voilà, etc., etc. Et juste pour terminer cette section, là, c'est un pommier qui se trouve à- certains d'entre vous le reconnaîtront, qui se trouve au gîte de Marbois, en Ariège. Eh bien, ce pommier a évoqué plein de choses différentes lors de ma dernière retraite que j'avais avec un groupe. Pour une personne, ce pommier, ça évoquait des souvenirs du Chili, parce que dans le village où elle a grandi au Chili, il y avait un pommier et qu'elle avait droit aux premières pommes de ce pommier chaque année. Pour une autre personne, ça représentait son boulot et les cadres de santé, et ça, c'était ses collègues. Alors, il y a les pommes pourries, il y a les pommes pas mûres, et puis moi, je suis cette branche-là qui ploie sous le poids des autres pommes. Intéressant. Et encore une autre, il a vu au contraire le futur, en disant non, mais moi, je vois tout ce qui fructifie, et là, ce que je mets en place, là, j'imagine que ça sera tous ces fruits qui vont en pousser à un moment. Vous voyez, trois personnes différentes, trois projections différentes. Et ça, c'est été issu par ces temps de méditation et de réflexion. Voilà, et ceci nous amène au quatrième niveau, donc ce fameux niveau de l'attention finalement à la nature des choses. Et vous voyez qu'on va aller encore un petit plus profondément. Et là, on est vraiment dans ce moment où on va élargir la conscience, où en fait on va essayer de mieux comprendre comment on est
à l'intérieur de nous et comment on est au milieu de ce vivant. Comment tout ça s'interconnecte, s'interrelationne. Et puis finalement, comment fonctionne le vivant et comment on peut s'y sentir davantage relié. Ici, on arrive vraiment à cette posture de redevenir un élément du vivant au milieu du vivant, donc ce fameux troisième paradigme de je suis nature. Et donc là, on va évoquer dans des méditations ce sentiment d'appartenance au vivant. Comment on peut se sentir nature, se sentir vivant au cœur du vivant, en se sentant relié, euh, et comment notre rapport au monde a un rapport avec notre rapport à nous-mêmes. Et alors du coup, ben, si nous sommes nature, eh bien, alors la nature peut nous apprendre plein de choses sur nous. Et donc, la résilience, l'adaptation, la persévérance, l'interdépendance, l'impermanence qu'elle incarne, ben ça, c'est aussi à l'intérieur de nous, puisque nous sommes nature. Et puis, si nous sommes nature, ben, notre considération pour le vivant va changer, car c'est dorénavant une prolongation de nous-mêmes. Et donc, ça, des études montrent qu'on a plus tendance à en prendre soin. Et donc, je vous remets quelques évocations et on conclura avec une petite méditation de Georges Plaisance et de quelques autres qui nous évoquent ce dernier niveau. Là, Georges Plaisance nous dit: la forêt modifie notre échelle de vision et nous fait accéder à un autre monde. Ainsi, elle nous dilate et nous élève. C'est un environnement total qui nous donne l'impression d'appartenir à un monde plus vaste, plus solide et mieux organisé. Mathilde Ramadier, qui est une scénariste française très inspirée d'Arnenas, nous dit ceci: il faut plus que jamais réactiver notre sentiment d'appartenance au vivant et donc à notre propre existence. Et cela se fait, je crois, uniquement avec l'expérience directe des choses de la nature, qui mène à une attitude méditative et responsable, où nous persistons et résistons en silence. Marcher sans but en forêt, traverser la ligne forestière pour gagner en altitude. Lorsque je me suis assis sur un banc, pourri, recouvert de mousse pour écouter les toc-toc d'un lointain pivert, j'ai senti intensément comment on peut ressentir quand on est seul et concentré, que j'appartenais à ce lieu en ce moment précis. Je lui appartenais même peut-être plus qu'aux autres. Et puis bien sûr, je ne peux pas ne pas vous citer Arnenas, qui a construit un petit chalet sur les montagnes en Norvège. Mon souhait lorsque j'ai construit mon chalet de Tvergastein, excusez-moi pour mon norvégien, en 1937, était de devenir une partie de la montagne. Pas seulement d'y être un visiteur, mais de devenir une personne qui se trouverait ici pleinement chez elle. Lorsque tu me demandes comment je me sens, je peux dire sans réserve ni retenue que c'est ici que je me sens pleinement moi-même. Et il rajoute: je ne fais pas de distinction très nette entre moi-même et le chalet, ainsi que la végétation autour, surtout les fleurs. Je me sens bien lorsque la nature elle-même est florissante. Le contraste entre moi et ce qui n'est pas moi se transforme, je deviens davantage une partie de l'environnement et l'environnement une partie de moi. Et un petit dernier que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, philosophe italien, Emanuele Coccia. Dans l'acte de respirer, le monde qui se trouve devant nous se transforme en une partie de notre corps, et inversement, une partie de notre corps se transforme en une partie du monde qui nous entoure. La relation de la personne vivante avec le monde n'est ni purement active ni purement passive, c'est un étrange menuet qui projette la personne vivante dans le corps du monde et le monde dans le corps de la personne vivante. C'est pourquoi là où il y a la vie, il ne peut y avoir d'opposition entre le sujet et l'objet, entre l'esprit et le corps. C'est ce qui est lieu devient contenu, ce qui est contenu devient lieu, le milieu se fait sujet et le sujet milieu. Et avant de conclure, je vous propose de reprendre encore un petit temps. Un petit temps, donc vous pouvez déposer vos stylos, déposer votre mental et juste fermer les yeux. Et je vais vous proposer pour terminer une petite évocation de ce quatrième niveau. Et le point de départ, comme tout à l'heure, c'est votre respiration. Je vous invite à connecter à ce va-et-vient du souffle.
Comme tout à l'heure, en conscience des sensations à l'inspiration, des sensations à l'expiration. Mais alors, par rapport à tout à l'heure, je vous invite cette fois à sentir comment à chaque fois que vous inspirez, c'est comme si vous vous dilatiez. C'est comme si vous intégriez à l'intérieur de vous une partie du monde qui vous entoure. Tout ce que j'inspire provient du monde et tout ce que j'expire retourne à lui. À chaque respiration, je suis en complicité avec tout le vivant. Je contiens le monde autour de moi et je suis contenu en lui. En respirant, je respire avec l'ensemble du monde autour de moi. Je respire la nature et elle respire à travers moi. Sentez ce qui se dilate en vous. Peut-être vous sentez-vous un peu plus grand, plus vaste, plus étendu. Et ce cœur qui pulse au sein de votre poitrine, il pulse tout autant au cœur du vivant. Voyez comment vous cohabitez avec tout ce qui vit sur cette planète. Comment vous appartenez à ce grand tout. Vous cohabitez avec les arbres qui font respirer la terre, avec les bactéries qui peuplent les océans, avec les insectes qui pollinisent les campagnes, avec les mycéliums qui colonisent les substrats nutritifs souterrains. Vous faites partie de tout cela. Nous sommes vivants parmi le vivant, tissés les uns aux autres, interdépendants, tous reliés. Bien, vous pouvez doucement ouvrir les yeux et il nous reste juste quelques mots pour conclure. Finalement, peut-être vous comprenez mieux l'intrication des deux parties que je vous ai présentées. Dans la première partie de la présentation, on a vu avec quel rapport on peut être vis-à-vis de la nature. Loin de moi de critiquer, hein, chacun son rapport. Mais c'est vrai que j'ai un intérêt particulier sur ce troisième paradigme de je suis nature. Et en fait, vous avez vu à travers ces différentes pratiques de méditation, ces quatre placements de l'attention issus de ce vieux canon Pali, eh bien, ça nous amène petit à petit jusqu'à ce dernier niveau. C'est dans ce dernier niveau qu'on se sent vraiment nature au milieu de la nature. Et donc, finalement, ben, méditer, c'est une manière de devenir vivant. D'abord, de devenir vivant à l'intérieur de soi. C'est en méditant, on redevient vraiment pleinement vivant, mais aussi vivant au sein du vivant. On redevient une part de cette nature dont on s'est éloigné.
Et donc, il y a une espèce de progression où on commence peut-être au début des méditations, c'est je suis devant la nature, voilà, j'observe. Et puis petit à petit, il y a un rapport plus immersif, je suis dans la nature, je la ressens vraiment à l'intérieur de moi. Et ça nous amène vraiment dans ce dernier niveau à je suis la nature. Et j'ai lu récemment un article d'une chercheuse qui s'appelle Gladys Barragan-Jason, et j'aime beaucoup conclure avec ce qu'elle dit. Elle dit ben, que, en fait, on part de ce principe de chercher du bien-être humain, et on se dit, bon, on va pratiquer de la pleine conscience, et donc on va se connecter au vivant. Et donc, comme on l'a vu, le vivant intérieur, extérieur. Et en fait, ça va favoriser notre sentiment d'appartenance à cette grande nature, ce grand vivant autour de nous. Et ça, ben, ça va renforcer notre bien-être. Et donc, on va rentrer dans une espèce de boucle personnelle qui va être favorable. Mais aussi et surtout, ça va renforcer notre conservation de la nature. Parce que si on est une partie de la nature, si on est plus grand que nous et qu'on est les arbres, les animaux et tout, ben, on aura envie d'en prendre soin. Et donc, on va avoir un meilleur comportement vis-à-vis de la nature. Et donc, si on vit dans une nature heureuse, ben forcément, ça va aussi favoriser notre bien-être. Et donc là, il y a une espèce de boucle géniale où finalement, ben, tout le monde est gagnant, quoi. Et donc, mon mot de conclusion, forcément, je le tire de Arnenas, c'est ceci. Nous n'avons pas seulement besoin d'apprendre à penser différemment notre rapport à la nature, nous avons besoin d'apprendre à sentir différemment. Et donc j'espère que peut-être cet exposé intellectuel vous a amené à penser différemment, mais dès ce soir, dès demain, dès les prochains jours de votre vie, eh bien allez-y, sentez, sentez, sentez. Je vous ai remis quelques références parmi toutes celles qui m'ont inspiré. Donc, vous pourrez poursuivre si ça vous intéresse en lisant cela. Et j'aime beaucoup ça. C'est une revue très chouette, ça s'appelle Native. C'est hyper riche. Ça a été fait par des gens qui sont pas loin de Toulouse. Voilà, c'est vraiment une super revue, très inspirante parmi toutes les inspirations que vous avez. Merci beaucoup pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Thomas, pour ce voyage dans lequel tu nous as emmenés. Merci. Et Ben, ouais, je vais arrêter l'enregistrement, comme ah ça on oui, aura le d'accord. loisir de passer aux questions-réponses. Mm.